Ce soir je me sens bizarrement inquiète, patron, et en même temps je savoure mon gingembre ale, comme si tout allait bien. Tu as cette façon de froncer les sourcils qui dit que ton gingembre ale ne suffit pas ce soir. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête, Camille? J'ai lu un article sur quelque chose qu'ils appelaient un crédit social numérique, avec des caméras intelligentes et des notes sur les gens, et je n'ai presque rien compris, mais ça m'a fait peur. Je vois très bien de quel type d'article il s'agit. On mélange des caméras, de la reconnaissance faciale et des histoires de scores secrets qui décideraient de nos vies. Exactement, il parlait de gens qui ne peuvent plus prendre le train ou réserver un hôtel parce que leur score est trop bas, et j'essaie d'imaginer ça dans ma propre vie, et je me sens mal à l'aise. On va prendre tout ça calmement, on va poser les pièces une par une sur le comptoir, et tu vas voir que la réalité est plus nuancée que le scénario de film catastrophe que tu as lu. Déjà, le mot crédit me perd, je pense juste aux prêts étudiants que je n'ai pas encore fini de rembourser, alors un crédit social numérique. Ça me semble complètement flou. Tu connais pourtant déjà une partie de ce monde, par exemple quand tu notes un chauffeur, un restaurant ou un appartement en ligne, tu participes à un système de score qui influence la vie des autres. Oui, ça je comprends. Je mets des étoiles et je lis les avis, mais dans ma tête ce sont juste des commentaires. Ce n'est pas quelque chose qui décide de mon droit à voyager ou à me loger. La frontière se joue justement là, entre des notes qui t'aident à choisir un bon restaurant et un score qui conditionne l'accès à des choses essentielles comme un appartement ou un moyen de transport. Donc, dans la version la plus dure de ce crédit social, ce n'est plus seulement un conseil pour les autres, c'est une sorte de jugement permanent sur ma valeur comme personne. C'est l'idée qui fait peur, celle d'un score qui te suit partout et qui ne regarde plus seulement si tu paies tes dettes, mais aussi comment tu te comportes, avec qui tu parles, ce que tu publies. Je me demande comment un système comme ça pourrait savoir autant de choses, parce que moi j'oublie déjà ce que j'ai fait hier soir après le service. Les systèmes qui inquiètent les gens mélangent beaucoup de sources. Il y a des banques de données, des caméras, des historiques d'achat, des traces numériques et des programmes qui combinent tout ça. Et ce sont ces programmes qui décident s'il faut me faire confiance ou pas, un peu comme un prof qui corrige une copie sans jamais me voir en vrai. Sauf que le prof n'est pas une machine, et en principe il t'explique ta note, alors qu'un algorithme peut produire un chiffre sans que tu saches exactement pourquoi ce chiffre est tombé. Il y a un pays dont tout le monde parle quand on évoque le crédit social numérique, mais je ne sais jamais si ce qu'on lit est vrai ou exagéré. Tu penses à la Chine, beaucoup de reportages la prennent comme exemple, parfois pour alerter et parfois pour simplifier à l'extrême une réalité assez complexe. On dirait toujours qu'il y a un gigantesque tableau de bord avec un numéro au-dessus de la tête de chaque citoyen et que leur vie entière dépend de ce numéro. La réalité est moins simple, il n'y a pas un seul score magique mais plusieurs systèmes, certains sont financiers, d'autres sont administratifs, d'autres sont locaux, et ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Mais il y a quand même cette idée de liste noire et de gens qui ne peuvent plus faire certaines choses, sinon les articles n'en parleraient pas autant. Il existe effectivement des dispositifs qui limitent l'accès à certains services quand l'administration estime qu'une personne ne respecte pas ses obligations, par exemple pour des dettes impayées, et cela soulève beaucoup de questions de justice et de transparence. Ce qui me fait le plus peur, c'est de me dire que tu peux te retrouver bloqué sans vraiment comprendre pourquoi, comme si la porte se fermait sans qu'on te donne la clé de la règle. C'est l'un des grands problèmes de ces systèmes. Quand le lien entre les données, la décision et la sanction n'est pas clair, tu te sens piégé et tu as du mal à contester ce qui t'arrive. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que tes droits dépendent de chiffres que d'autres contrôlent sans toi, presque comme si tu perdais une partie de ta citoyenneté? C'est pour ça que des juristes et des défenseurs des libertés s'inquiètent, parce que si un score influence ta liberté de mouvement, ton accès à un travail ou à un logement, ce n'est plus juste un outil technique, c'est une question de droits fondamentaux. Je comprends mieux pourquoi les gens parlent de dystopie quand ils décrivent ce genre de système, même si ce mot est un peu grand pour mon petit gingembre. On peut se passer du mot et garder l'idée, ce qui compte, c'est de voir que, quand la vie quotidienne est réglée par des scores invisibles, tu peux avoir l'impression d'être dans une sorte de société de l'examen permanent. Mais est-ce que c'est seulement là-bas, ou est-ce que nous aussi on glisse doucement vers ce genre de monde sans nous en rendre compte? Nous avons nos propres formes de score, par exemple ton historique bancaire, tes dossiers d'assurance, les notes que tu reçois sur des plateformes de transport ou de location, tout cela dessine déjà une image chiffrée de toi.
Quand je pense à mes notes sur les applications de covoiturage, je me dis que si je fais une blague que le conducteur n'aime pas, il peut me mettre une mauvaise note et ça reste. Et si plusieurs personnes te notent mal, l'application peut commencer à te proposer moins de trajets ou à réduire ta visibilité, sans que tu saches vraiment ce qui se passe en coulisses. Donc même si ce n'est pas écrit crédit social, c'est un peu le même mécanisme, des données, un calcul, des conséquences, et moi au milieu qui ne maîtrise pas grand-chose. On pourrait dire que nous vivons déjà dans une culture de la note, sauf qu'elle est distribuée entre beaucoup d'acteurs privés, des plateformes, des banques, des employeurs, au lieu d'être concentrée dans un seul système étatique. Est-ce que ça veut dire que c'est moins grave ou que c'est juste plus difficile à voir parce que tout est éclaté en petits morceaux? C'est moins visible parce que tu n'as pas un seul numéro sur ton front, mais les effets peuvent être très concrets. Par exemple, si ton profil est jugé risqué, ton assurance augmente ou ton dossier de location est refusé. Je me sens un peu comme une fiche dans un classeur géant, avec des notes ici et là, et je ne sais pas dans quel tiroir je me trouve. Ce qui change avec le numérique, c'est que ces fiches peuvent être reliées, croisées, analysées en continu, et que des décisions peuvent être prises automatiquement à partir de ces liens. Je me demande alors où les caméras intelligentes entrent en scène, parce qu'elles me donnent l'impression d'être observée même quand je ne fais rien de spécial. Les caméras dites intelligentes ne se contentent pas d'enregistrer une image, elles peuvent compter des passages, détecter des objets, mesurer des flux, et parfois essayer de reconnaître des visages. Je vois déjà les caméras dans le métro ou dans la rue, mais je ne sais jamais si elles regardent juste ou si elles analysent vraiment qui je suis et ce que je fais. Dans beaucoup de cas, elles servent surtout à revoir les images après un incident, mais les technologies évoluent et la tentation est forte d'utiliser l'analyse automatique pour gagner du temps ou repérer des comportements jugés suspects. Et la reconnaissance faciale, c'est quand le système compare mon visage à une base de données pour savoir comment je suis. C'est ça, le logiciel transforme les traits de ton visage en une sorte d'empreinte numérique et la compare à d'autres empreintes enregistrées pour essayer de trouver un match. Je l'utilise déjà sur mon téléphone pour le déverrouiller, alors je me dis que ce n'est pas si grave, mais quand j'imagine la même chose dans la rue, je me crispe. La différence, c'est que sur ton téléphone, tu contrôles l'appareil, tu sais ce qu'il fait avec ton visage, alors que, dans un espace public, tu n'as pas le même contrôle ni la même information. Donc si on relie les caméras intelligentes, la reconnaissance faciale et les systèmes de score, on a une sorte de filet qui peut suivre les gens dans leur vie quotidienne. C'est exactement ce qui inquiète, la possibilité de passer d'une surveillance limitée dans un lieu précis à une observation plus globale qui relie tes déplacements, tes achats, tes liens sociaux et tes choix de tous les jours. Et je suppose que plus il y a de liens, plus il est facile de donner un score, même si ce score est basé sur des détails que je trouve insignifiants. Un système peut décider que certains comportements augmentent ton score et que d'autres le diminuent. Par exemple, traverser au feu rouge, payer en retard ou publier des messages jugés agressifs et tu n'es pas toujours d'accord avec la façon dont ces règles sont définies. Je commence à voir le problème. Ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi la façon dont on décide ce qui est un bon comportement ou un mauvais comportement. La technologie ne fait que suivre des règles que des humains ont écrites. Le vrai débat est de savoir qui écrit ces règles, avec quelle valeur et comment ces règles peuvent être discutées ou contestées. Je me demande si, dans nos pays, on met déjà des garde-fous ou si on laisse ces systèmes d'avancer tant qu'ils semblent pratiques. Il existe des lois qui encadrent l'usage des données personnelles et des systèmes biométriques, et il y a aussi des règles spécifiques qui interdisent certaines formes de social scoring par les autorités publiques. Donc, en théorie, l'État ne peut pas officiellement me donner un score global pour décider de ma valeur comme citoyenne. En théorie, certains usages sont clairement interdits ou très fortement limités, surtout ceux qui touchent directement à la notation des personnes pour contrôler l'accès aux droits fondamentaux. Cela me rassure un peu, mais je me dis que, même si l'État ne le fait pas, d'autres acteurs peuvent glisser vers quelque chose de très proche. C'est pour cela que des associations, des journalistes, des chercheurs surveillent aussi ce que font les grandes entreprises, les plateformes et les services publics, afin de repérer quand un dispositif commence à ressembler à un crédit social déguisé. Je trouve ça drôle et inquiétant à la fois, parce que parfois on aime ces outils, ils nous donnent des réductions, des recommandations, des services rapides, et en même temps ils apprennent à nous juger.
C'est cette ambivalence qui rend le sujet difficile. D'un côté, nous apprécions le confort et la personnalisation, de l'autre, nous craignons de devenir dépendants de critères que nous ne maîtrisons pas. Tu crois que nous changeons déjà notre comportement à cause de ces systèmes, même sans nous en rendre compte? Nous le faisons déjà avec les réseaux sociaux, nous choisissons certaines photos, certains mots, pour éviter les réactions négatives et chercher les réactions positives. Il n'est pas difficile d'imaginer la même chose avec un score qui touche l'assurance ou le travail. Je me vois déjà surveiller chacune de mes actions en me demandant si cela va faire monter ou descendre mon score, comme si je vivais avec un prof dans ma tête en permanence. C'est l'un des risques, intérioriser le regard du système et se surveiller soi-même jusqu'à perdre une partie de sa spontanéité, de sa créativité ou de sa capacité à prendre des risques nécessaires. Mais alors, comment faire pour profiter des outils utiles sans finir dans une vie entièrement annotée et contrôlée? La première étape est de comprendre ce qu'il est en jeu, ce que nous sommes en train de faire avec ces technologies, et c'est déjà ce que tu fais ce soir en posant des questions. Je n'ai pas l'impression de faire grand-chose en sirotant un gingembre et en paniquant à moitié devant le mot crédit social. Tu fais quelque chose de précieux. Tu refuses d'avaler les mots tout crus. Tu cherches le sens. Tu refuses de te laisser hypnotiser par des promesses de sécurité ou de confort sans poser de conditions. Et ces conditions, ce serait quoi, selon toi? Une condition importante serait la transparence, savoir quelles données sont utilisées, comment elles sont combinées et quelles conséquences réelles elles ont sur la vie des personnes. Je voudrais aussi savoir comment contester un score s'il est faux ou s'il me semble injuste. C'est une autre condition essentielle, le droit de comprendre une décision automatisée qui t'a fait et le droit de demander une révision humaine avec quelqu'un qui t'écoute vraiment. Et, au-delà des droits individuels, il y a peut-être la question de ce que nous voulons comme société. Est-ce que nous voulons vraiment vivre dans une culture de la performance permanente? Tu touches là au cœur du sujet. Il ne s'agit pas seulement de technique mais d'une certaine idée de l'être humain. Est-ce que nous sommes prêts à réduire une personne à son historique de données? Ou est-ce que nous voulons garder une part de mystère et de seconde chance? Ce que j'aime dans ce salon, c'est qu'on ne me demande pas mon score avant de me servir un gingembre. Ici, je me contente de te regarder dans les yeux, d'écouter ta voix et de voir comment tu t'installes sur le tabouret. C'est ma façon très ancienne de mesurer l'ambiance de la soirée. Est-ce que tu crois possible de garder dans le monde numérique quelque chose de cette manière de voir les gens, sans tout réduire à des chiffres? C'est possible si on accepte que certains domaines restent en dehors de la notation systématique et si on crée des espaces où la relation humaine passe avant la mesure. Ce serait un peu comme des zones sans score, des lieux où l'on respire, même si le reste du monde adore compter tout ce qui bouge. Il est important de garder des moments où tu n'es pas évalué, ni par une machine ni par un public, des moments où tu existes sans avoir à produire une preuve chiffrée de ta valeur. Je me rends compte que ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas tant la caméra en elle-même, mais l'idée que chaque geste doive devenir une sorte de performance. C'est très bien formulé, le danger n'est pas uniquement dans l'œil qui observe, mais dans l'idée que la vie se transforme en spectacle continu, où tout doit être optimisé et justifiable. Tu penses que nous pouvons dire non à certains usages sans pour autant dire non à toute technologie? Bien sûr, dire non à la notation globale des citoyens ne veut pas dire rejeter tous les outils de sécurité ou de confort, cela veut dire définir les limites à partir de nos valeurs. Donc, au fond, la question n'est pas seulement jusqu'où ils peuvent aller, mais jusqu'où nous acceptons de les laisser aller. Exactement, un système de crédit social n'existe pas dans le vide, il existe parce qu'une société le tolère, le demande ou le laisse s'installer sans débat. Cela veut dire que notre attention, nos questions, nos refus éventuels ont un poids, même si ce poids ne se voit pas sur un graphique. Chaque fois que tu demandes des explications, que tu soutiens des règles plus justes ou que tu défends la dignité d'une personne face à un chiffre, tu fais un pas dans une autre direction que celle du contrôle total. Je n'avais jamais pensé que poser des questions dans un bar pouvait être une forme de résistance douce. Chaque conversation qui refuse la paresse intellectuelle est une petite résistance, parce qu'elle redonne du sens là où le système aimerait parfois que tu te contentes d'obéir. Et pour toi, personnellement, où placerais-tu la limite entre une sécurité acceptable et un contrôle insupportable? Pour moi, la limite est franchie quand un outil ne sert plus seulement à protéger les gens, mais à les modeler de force selon une norme unique, surtout si cette norme n'a jamais été discutée avec eux.
J'aime beaucoup cette idée, qu'un outil doit rester au service des personnes, et pas l'inverse. On peut résumer ainsi, si l'outil te rappelle que tu es plus qu'une somme de données, alors il reste à sa place, mais s'il commence à t'enfermer dans ce qu'il voit de toi, il devient dangereux. Je pense aux personnes qui ont déjà une vie compliquée, peu d'argent, des dossiers bancaires fragiles. Pour elles, un mauvais score peut être comme une porte en pluie qui se ferme. C'est souvent sur ces personnes que les systèmes les plus durs s'acharnent, parce qu'elles ont moins de moyens de se défendre et que les erreurs qui les touchent sont moins visibles. Cela veut dire que le crédit social numérique peut renforcer des inégalités qui existent déjà. Oui, si les données à partir desquelles on calcule les scores sont déjà le reflet d'une société inégale, et l'algorithme ne fait que mettre ces inégalités en ordre et parfois les amplifier. Je commence à comprendre pourquoi certaines personnes parlent de justice algorithmique. Ce n'est pas un mot que j'utilise tous les jours, mais je crois saisir l'idée. C'est une façon de dire que la justice ne se joue pas seulement dans les tribunaux, mais aussi dans la manière dont on conçoit les systèmes qui distribuent des opportunités ou des sanctions. Au fond, ce crédit social numérique nous oblige à poser des questions que nous repoussions peut-être depuis longtemps, comme qu'est-ce qu'une vie digne ou qu'est-ce qu'une seconde chance. La technologie rend ces questions plus urgentes, parce qu'elle permet d'appliquer à grande échelle des choix moraux qui étaient autrefois dispersés et moins visibles. Je me sens un peu submergée par l'ampleur du sujet, et en même temps je suis soulagée de voir qu'il y a des mots, des idées, des débats pour le traiter. C'est normal de se sentir submergé, mais rappelle-toi que tu n'es pas seul, beaucoup de personnes s'interrogent, écrivent, militent, et chaque question que tu poses rejoint ce mouvement discret. Tu crois que dans quelques années, on regardera cette soirée en se disant que nous étions naïfs ou, au contraire, en se disant que nous avons bien fait de nous inquiéter? Peut-être un peu des deux. Nous serons naïfs sur certains points et lucides sur d'autres. C'est le destin de chaque génération qui découvre de nouveaux outils et qui essaie de garder le cap. En tout cas, je me promets une chose, je ne laisserai plus passer le mot score sans demander ce qu'il cache derrière. C'est une excellente résolution. Derrière chaque score, il y a un choix. Et derrière chaque choix, il y a une certaine idée de la vie humaine. Tu sais, patron, ce que j'emporte ce soir, ce n'est pas une réponse simple, mais une sorte de boussole, l'idée que je peux dire oui à certaines choses et non à d'autres. C'est exactement ce que j'espérais, que tu repartes avec une boussole plutôt qu'avec un manuel fermé, parce que les situations vont continuer à changer. Je regarderai les caméras d'un autre œil, pas seulement avec peur mais avec des questions à leur poser. Et moi, je continuerai à t'écouter, parce que tes questions rendent ce salon plus vivant que toutes les lumières de la ville réunies. Merci, patron, vraiment. Je me sens moins perdue même si tout n'est pas résolu. C'est déjà énorme pour un simple verre de gingéal. Merci à toi, Camille. Tes questions me rappellent pourquoi j'aime ce comptoir. Maintenant, il est temps de fermer doucement la soirée. Oui, tu as raison. Je vais finir mon verre et te laisser ranger en paix. Bonne nuit, patron. Bonne nuit, Camille. Rentre bien et garde ta boussole intérieure à portée de main. Ah mince, je viens de réaliser qu'il est tard, Anne, que je devrais rentrer. Et au même moment, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Puisque j'ai oublié mon portefeuille, je vais oser te demander quelque chose, toi qui es assis à côté de moi au comptoir, et que je ne connais pas, est-ce que tu accepterais de m'offrir ce gingéal? Je sais que tu es là depuis tout à l'heure, et que tu as écouté notre conversation d'un bout à l'autre. Si un seul passage t'a éclairé ou t'a tenu compagnie, alors je te demande vraiment de m'aider, d'accord? Merci du fond du cœur pour ton aide. La petite contribution pour mon gingéal se fait grâce au code cœur en bas à droite de la vidéo ou grâce au lien dans la description juste en dessous. Tant que tu es là, pense aussi à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça compte énormément pour moi. Dans la description, tu trouveras aussi un lien vers d'autres séries complètement différentes, avec d'autres ambiances et d'autres histoires que j'aime tout autant. Merci encore pour ta présence ce soir, passe une douce nuit, et à très vite pour un autre gingéal partagé à distance.